votre beauté devient votre condamnation. Ou derrière les colonnes triomphales de Rome, votre corps n'est plus qu'un trophée, un jouet aux mains des puissants. C'est l'histoire d'hommes oubliés, effacés, brisés dans le silence. L'enfer des concubins masculins de l'Empire romain n'a jamais été raconté. Jusqu'à aujourd'hui, dans les profondeurs étouffantes de Rome, sous les fresques éclatantes et les colonnades de marbre qui faisaient de miroiter la gloire un empire censé être éternel, s'étendait un univers invisible, une obscurité faite de chair et de silence. Le peuple acclame César dans les rues, les légions reviennent couvertes de butin, les temples résonnent de chants à la gloire des dieux, mais derrière ces apparences de grandeur se joue un drame étouffé, un théâtre secret où la souffrance ne se mesure pas en champ de bataille, ni en fleuve de sang, mais en vie dérobée, en nuit forcée, en humiliation si profonde qu'elle ne laisse pas de cicatrices visibles mais des fractures éternelles. C'est là que se tient l'histoire de Lucius, un homme qui aurait pu être un citoyen, un soldat, un marchand peut-être, mais que le destin transforma en un prisonnier de luxe, une concubine masculine au cœur de l'Empire. On ne sait pas d'où il venait exactement. Certains chroniqueurs parlent d'une province lointaine, d'autres d'une famille affaiblie par les dettes. Peut-être un fils cadet voué à disparaître dans l'ombre des héritiers. Ce que l'on sait, c'est que Lucius était beau, une beauté qui, dans un autre monde, aurait pu lui offrir des honneurs, des regards admiratifs, l'amour sincère d'une femme. Mais dans l'Empire romain, cette beauté fut son arrêt de mort. Repéré lors d'un voyage d'un dignitaire, il fut acheté comme on achète un cheval, marqué comme une possession. Il ne reverrait plus jamais son foyer. Et pourtant, au moment même où on le conduisait à Rome, il n'imaginait pas encore l'ampleur du cauchemar qui l'attendait. La ville elle-même l'éblouit d'abord. Rome avec ses aqueducs, ses forums grouillant de vie, ses arènes grondant des clameurs du peuple. Tout semblait démesuré, monumental. Mais très vite, l'éclat des marbres devint pour lui le reflet cruel d'une prison dorée. Car il n'était pas un visiteur libre, mais un bien. Les premiers jours, il fut placé parmi d'autres jeunes hommes, triés, formés, observés comme du bétail. Des maîtres d'art raffinés leur enseignaient, non pas la guerre, mais la danse, la musique. L'art de converser sans jamais offenser. Chaque sourire devait être calculé, chaque geste maîtrisé. Car ce n'était pas seulement un corps qu'on exigeait de lui, mais une illusion complète, celle d'un être gracieux, docile, séduisant malgré lui. Puis vint la nuit où il entra pour la première fois dans le cubiculum, cette chambre des apparats où elle, empereur ou ses proches, se retiraient avec leurs élus. L'air y était saturé de parfums lourds, les murs décorés de scènes mythologiques où des dieux possédaient des mortels, comme pour légitimer les fantasmes des hommes qui régnaient. Lucius sentit son cœur se briser dès cet instant. Il comprit que rien, jamais, ne lui appartiendrait plus, ni son corps, ni ses pensées, ni même ses rêves. Tout devait être offert, tout devait être consumé par le désir de l'autre. Mais comment un homme pouvait-il survivre à une telle dépossession? Chaque nuit qui suivit fut une descente plus profonde encore. Certains soirs, il n'était qu'un jouet exhibé lors des banquets. On l'appelait, on le faisait apparaître aux côtés des danseuses, des musiciens. Les convives riaient, buvaient, pariaient sur sa résistance comme on parie sur un gladiateur. D'autres soirs, il n'était qu'une ombre dans les appartements privés, contrainte au silence, effacée derrière les rideaux, attendant qu'une main l'appelle. Et dans cette attente, le temps devenait une torture. Chaque seconde était un piège, chaque respiration une menace. Car le moindre faux pas pouvait être fatal. Un refus, une grimace, même un soupir trop audible pouvait entraîner une punition qui dépassait l'entendement. Les concubins masculins vivaient dans une terreur permanente, car leurs conditions n'étaient jamais stables. Un favori pouvait être glorifié un jour, couvert de bijoux, traité comme un compagnon précieux et le lendemain, humilié publiquement, livré aux insultes ou pire encore. Lucius découvrit très vite cette instabilité. Un soir, après avoir suscité l'intérêt de l'empereur, il reçut une bague, un bijou en or gravé de motifs délicats. Mais à peine quelques jours plus tard, lors d'un autre banquet, un regard irrité, une maladresse perçue dans sa démarche, suffirent pour qu'il soit giflé devant tous. L'or fut arraché de sa main,
remplacé par le rire cruel de ceux qui se réjouissaient de sa chute. Cette oscillation constante entre le luxe et l'humiliation brisait l'esprit plus sûrement que haine, importe quelle chaîne. Mais ce haine était pas seulement la peur de la violence qui écrasait ces hommes. Ces haies étaient aussi, elles, isolement. Car qui pouvait les comprendre? Les autres esclaves les méprisaient souvent, les voyant comme des privilégiés, trop proches des maîtres pour inspirer la compassion. Les citoyens libres les ignoraient, refusant même d'admettre leur existence. Ils vivaient donc dans une bulle de silence, incapables de partager leur douleur. Lucius, chaque nuit, se surprenait à murmurer quelques prières aux dieux, espérant un signe, un réconfort. Mais les dieux eux-mêmes semblèrent se détourner, comme si son supplice ne méritait pas d'être entendu. Et pourtant, un détail allait changer le cours de sa survie, un détail minuscule, mais qui deviendrait une fissure dans la façade d'oppression. Un soir, alors qu'il traversait discrètement le couloir menant aux appartements privés, il croisa le regard d'un sénateur âgé, un homme respecté, habitué à ces lieux. Ce regard ne fut pas celui du désir ni celui de la moquerie. C'était un regard de pitié. Un instant à peine, un battement de cœur, mais pour Lucius ce fut comme une révélation. Il n'était pas totalement invisible. Quelqu'un dans ce labyrinthe de cruauté avait vu l'homme derrière le masque. Mais pourquoi? Et que signifiait ce signe discret dans un monde où la moindre compassion pouvait devenir une condamnation? Ce fut le début d'un fil fragile qui allait se tisser entre Lucius et l'histoire, car derrière les festins et les mascarades se cachait une vérité bien plus inquiétante. Les concubins haines étaient pas seulement des victimes de plaisir, ils étaient aussi des témoins muets, des coffres vivants de secrets impériaux. Chaque mot entendu, chaque conversation surprise pouvait faire d'eux des menaces pour ceux qui gouvernaient, et ce danger invisible rendait leur existence encore plus précaire. Car à tout moment, pour un mot supposé entendu, pour un silence suspect, leur vie pouvait être effacée. Lucius apprit très vite à jouer ce rôle de statue vivante. Il apprit à écouter sans jamais paraître attentif, à sourire sans jamais révéler ses pensées. Mais combien de temps un homme pouvait-il supporter une telle dualité? Chaque nuit, il se répétait les mêmes questions. Combien d'autres avant moi? Combien d'autres après moi? Et pourquoi le monde reste-t-il silencieux face à nos cris étouffés? La nuit romaine étendait ses ombres épaisses sur les toits du Palatin, et pourtant, dans le cubiculum impérial, l'air restait suffocant, saturé de parfums et d'attente. Lucius, agenouillé près du lit, se tenait immobile comme une statue, ses yeux fixés sur un point invisible du sol. Il avait appris à dissimuler tout signe de pensée, à effacer jusqu'au tremblement de ses mains. Mais sous cette façade glacée, son esprit était une tempête. Chaque seconde écoulée réveillait le souvenir d'une vie qu'il n'aurait jamais, d'un avenir déjà détruit avant même d'avoir commencé. Il se souvenait encore des premiers jours de son arrivée, quand il croyait pouvoir trouver un certain équilibre dans ce rôle imposé. Mais plus le temps passait, plus il comprenait que rien n'était stable, rien n'était sûr. Dans ce monde clos, chaque sourire pouvait être une promesse de faveur ou une annonce de mort prochaine. Cette incertitude permanente était plus insupportable que les humiliations elles-mêmes. Car comment garder la raison quand chaque jour est une roulette dont le résultat peut être la gloire illusoire ou la disparition définitive? Le sénateur qu'il avait croisé, cet homme aux yeux fatigués qui lui avait lancé un regard de pitié, revenait sans cesse dans son esprit. Était-ce un signe? Ou seulement une illusion, un mirage d'humanité dans un désert de cruauté? Lucius, malgré lui, espérait. Il se surprenait à scruter la foule lors des banquets, à chercher ce visage parmi les silhouettes drapées de toges. Mais le sénateur demeurait lointain, silencieux. Et plus Lucius espérait, plus la peur grandissait, car s'il se trompait, s'il interprétait mal ce regard, cela pouvait être sa fin. Les banquets devinrent de plus en plus étouffants. Les invités, souvent ivres, réclamaient des spectacles plus audacieux, plus cruels. Les concubins masculins, comme Lucius, étaient parfois forcés de danser, leurs corps huilés, leurs gestes étudiés, sous les rires et les applaudissements. Parfois, on les opposait les uns aux autres dans des jeux humiliants, où il ne s'agissait pas de force, mais d'endurance face à la honte. Le peuple, absent de ces scènes, ne soupçonnait rien.
Pour lui, Rome demeurait l'éclat de marbre et la gloire des victoires militaires. Mais derrière ces murs, un autre empire existait, celui du désir transformé en arme, celui où la beauté était une malédiction. Lucius commençait à perdre le sens du temps. Les jours et les nuits se confondaient, rythmés non pas par le soleil, mais par les caprices des maîtres. Chaque réveil était une reprise de la même pièce de théâtre, où il devait jouer le rôle du favori docile. Pourtant son esprit refusait de se taire. Il observait, il mémorisait. Il se rendait compte que ce qui se murmurait dans l'ivresse des festins, ce qui se glissait dans les conversations murmurées entre les rideaux, était d'une importance capitale. Des intrigues, des complots, des alliances se dessinaient, et lui, silencieux, devenait un réceptacle de secrets. Mais que valait une mémoire saturée de vérités dangereuses si elle ne pouvait jamais être révélée? Un soir, alors qu'il se tenait à l'écart dans une antichambre, il surprit deux patriciens parlant à voix basse. Ils évoquaient une conjuration, une tentative de renverser l'empereur. Lucius resta immobile, feignant de ne rien entendre. Mais son cœur battait si fort qu'il craignait d'être découvert. Quand les hommes partirent, il resta seul dans le couloir sombre, tremblant. Ce qu'il avait entendu pouvait valoir sa vie, car s'il se taisait et que le complot échouait, il pouvait être accusé de complicité. S'il parlait, il pouvait être puni pour avoir écouté. Dans les deux cas, il était condamné. Cette nuit-là, il comprit avec une clarté glaciale. Il n'était pas seulement un esclave sexuel, il était devenu un otage permanent, une pièce fragile dans le jeu des puissants. On l'utilisait pour ses charmes, mais son silence, son regard effacé, étaient tout aussi précieux. Car un mot de lui pouvait déclencher un scandale, une guerre de factions, un bain de sang. Et les maîtres savaient cela. Peut-être était-ce pour cette raison qu'on le gardait en vie, qu'on le protégeait autant qu'on l'écrasait. Les jours suivants, il sentit la tension grandir autour de lui. L'empereur semblait plus nerveux, ses regards plus soupçonneux. Les convives se surveillaient, leurs conversations se faisaient plus brèves, plus tranchantes. Dans ce climat, Lucius marchait sur un fil. Chaque sourire pouvait être interprété comme un signe de loyauté ou de trahison. Chaque silence devenait suspect. Il se mit à craindre non seulement pour sa vie, mais aussi pour sa raison. Car comment survivre quand tout, jusqu'à « votre respiration peut être utilisée contre vous ?» Ce fut alors que le sénateur réapparut. Lors d'un banquet, alors que Lucius servait discrètement du vin, leurs regards se croisèrent à nouveau. Cette fois, le vieil homme eut un geste presque imperceptible. Un mouvement de tête, un signe d'avertissement ou d'encouragement. Lucius ne pouvait le dire, mais ce geste confirma qu'il n'avait pas rêvé. Quelqu'un le voyait. Quelqu'un reconnaissait son supplice. Et ce simple détail, cette étincelle fragile, alluma en lui un désir que, il croyait mort. Celui de survivre non pas seulement en corps, mais en mémoire. Peut-être un jour, pourrait-il transmettre ce qu'il avait vu, ce qu'il avait vécu. Mais cette pensée était dangereuse, car à Rome, l'oubli était une arme. On effaçait les noms des ennemis, on brisait les statues, on brûlait les rouleaux. L'histoire des concubins, elle, n'avait même pas besoin d'être effacée. Elle n'était jamais écrite. Lucius le savait. S'il lui disparaissait, il ne resterait rien, pas même une trace de son existence. Et c'était peut-être là la cruauté ultime, non pas seulement d'être détruit, mais d'être nié. Dans ces rares instants de solitude, il se mit à élaborer un plan fou. Peut-être pourrait-il un jour confier à ce sénateur, ou à un autre, un fragment de son histoire. Un mot, un signe, quelque chose qui survivrait à sa mort. Mais comment agir sans se trahir? Chaque pas devait être calculé. Chaque murmure pouvait être entendu par les espions du palais. L'ombre de la mort planait sur lui, plus proche que jamais. Pourtant, pour la première fois depuis longtemps, il sentait une flamme brûler en lui. Et cette flamme, fragile mais tenace, allait guider ses gestes dans les jours qui suivraient. Mais il ne savait pas encore que ce choix, cette volonté de laisser une trace, allait déclencher un enchaînement d'événements qui dépasserait son propre destin. Car Rome, dans son immensité, n'oubliait jamais totalement. Et parfois,
Ce que elles ont tenté de dissimuler devenait précisément ce qui marquait le plus profondément, elle, histoire. La lumière du matin glissait entre les colonnes du palais, dorant les marbres froids et illuminant les fresques où les dieux, indifférents, jouaient leurs tragédies éternelles. Mais pour Lucius, chaque aube n'était qu'un recommencement du même supplice. Ses nuits ne se achevaient pas au lever du jour. Elles se prolongeaient dans un état de fatigue sans fin, une torpeur qui lui écrasait la poitrine et brouillait son esprit. Pourtant, il devait rester vif, alerte, car dans cet univers clos, un moment d'inattention suffisait pour être broyé. Les regards pesaient sur lui en permanence. Ce n'étaient pas seulement ceux des maîtres, mais aussi ceux des serviteurs, des gardes, des esclaves jaloux. Chacun épiait chacun, et nul n'était libre d'un geste. Lucius comprenait désormais que le véritable pouvoir du palais n'était pas seulement la violence, mais la surveillance constante, invisible, implacable. Un murmure, une rumeur, pouvaient me suffire à condamner un homme. Il apprit à se mouvoir comme une ombre, à respirer sans bruit, à survivre dans les interstices du silence. Mais plus le temps avançait, plus il sentait le piège se resserrer autour de lui. Le complot, quand il avait entendu mentionner Lordé à une conversation chuchotée, semblait gagner de l'énampleur. Des signes infimes le trahissaient, des invités absents sans explication, des sourires forcés, des toges de deuil portées trop tôt. Et lui, Lucius, savait qu'il détenait un fragment de vérité que beaucoup tueraient pour obtenir ou pour effacer. Ce savoir, invisible mais brûlant, était devenu son fardeau et sa seule arme. Le sénateur au regard compatissant réapparut à plusieurs reprises. Toujours discret, toujours silencieux, il multipliait de minuscules gestes qui semblaient destinés à Lucius seul. Un doigt posé sur les lèvres, une main effleurant une coupe de vin, un regard qui s'attardait plus longtemps que nécessaire. Lucius comprenait sans comprendre. Était-ce un avertissement de se taire ou une invitation à parler? Le doute le rongeait. Mais chaque signe rallumait en lui une étincelle d'espérance. Quelqu'un savait, quelqu'un se souvenait de lui comme d'un homme, et non comme d'un simple jouet. Un soir, lors d'un banquet plus décadent encore que les précédents, l'empereur, ivre, réclama que Lucius chante. Ce n'était pas son rôle, mais il n'osait refuser. Sa voix, fragile au début, s'éleva dans l'air saturé de rires et de musique. Il chanta un air ancien, appris dans son enfance, un chant pastoral qui parlait de collines et de rivières, de liberté et de lumière. Le silence tomba dans la salle. Un silence étrange, presque inconfortable, car les mots, simples et purs, rappelaient à tous une vérité que l'on préférait oublier. Rome, malgré sa grandeur, n'était pas la seule réalité. La liberté existait quelque part, loin de ses murs. Quand il eut terminé, l'empereur éclata d'un rire tonitruant. Certains convives imitèrent ce rire, d'autres restèrent silencieux, troublés. Lucius, lui, tremblait. Il avait osé, sans le vouloir, introduire une fissure dans le masque des puissants. Et cette fissure pouvait lui coûter la vie. Cette nuit-là, il ne dormit pas. Il guetta chaque bruit, chaque pas, persuadé que ses bourreaux viendraient avant l'aube. Mais l'aube arriva, et avec elle, un ordre inattendu. Il devait accompagner le sénateur pour une visite des jardins privés. Son cœur battait à rompre sa poitrine. Était-ce un piège ? Était-ce enfin le moment où l'on effacerait son existence d'un geste discret? Il suivit le sénateur en silence, leurs pas résonnant sur les dalles polies. Dans les jardins, à l'écart des oreilles indiscrètes, l'homme s'arrêta enfin. Son visage, marqué par l'âge, se pencha vers Lucius et il murmura « Je t'ai vu, je sais ». 3 mots seulement, mais qui résonnèrent comme un coup de tonnerre. Pour la première fois, quelqu'un reconnaissait sa souffrance, son humanité, foi. Il lui restait une seule qualité qui lui avait été utile jusque-là. Il savait devenir invisible. Il marcha, distribua le vin, se dissipa dans l'ombre. À l'heure où la lune franchit la corniche du toit, il glissa hors de la salle par une porte latérale que seuls les serviteurs empruntaient et disparut dans le couloir où l'air sentait l'huile chaude et la poussière. Les jardins impériaux la nuit sont une autre Rome. Les statues, blanches le jour, prennent un ton bleu de cendre. L'eau des bassins devient un miroir, et les cyprès sont des doigts dressés vers un ciel sourd. Lucius attendit près d'une fontaine dont la vasque représentait un Jupiter rieur.
Il tenta de ralentir le battement de son cœur, mais l'angoisse avait ses propres lois. Le froissement d'une toge dans les buissons le fit se raidir. Ce n'était pas le sénateur, mais une silhouette plus robuste, plus carrée, dont l'œil ombre pourtant trahissait la prudence un homme à qui chaque pas a appris les dangers. Un centurion hors service? Un inspecteur? La voix, quand elle vint, était une voix que Lucius n'avait pas entendue depuis des semaines, et elle ne lui appartenait pas. Si tu parles, tu mourras. Si tu ne parles pas, tu mourras aussi. Alors choisis de mourir utilement. L'homme approcha de 2 pas. Il portait une tunique simple, mais son port suffisait à lui conférer l'autorité d'un commandant. Dans sa main, quelque chose brillait. Non pas une arme, mais un anneau sigillaire. La gemme gravée représentait un char tiré par des hippocampes. Un symbole que Lucius avait déjà vu à un doigt de patricien, lors d'une audience. « Je viens de sa part », ajouta l'homme, et Lucius n'eut pas besoin d'un dessein. Le sénateur avait envoyé un messager. « Tu as entendu certaines choses », poursuivit la voix. « Tu t'en doutes? On te surveille. Mais la surveillance n'est jamais parfaite. Elle fatigue, elle bâille. Et quand elle bâille, nous passons. » Lucius garda le silence. Elisome posa sur la margelle de la fontaine un petit étui de cuir et le poussa du bout des doigts. « Ce que tu mettras là-dedans, personne ne le lira tant que tu vivras. Par contre, si tu disparais... » Il n'acheva pas sa phrase. Il n'avait pas besoin d'achever. Une sentence pendait dans l'air comme un glaive. « Un endroit sûr ?» demanda enfin Lucius, ses propres mots comme un écho lointain. L'homme sourit sans sourire. Ici même, dans le plus sûr des endroits, le ventre de Rome, ses archives. Ce que l'Empire produit de papier ne se perd jamais tout à fait. Ce qui est perdu, c'est ce qu'il n'écrit pas. Alors écris dans son ventre. Fais-toi digérer, et ta trace restera. Quand l'homme disparut, la nuit sembla d'un coup s'épaissir. Lucius glissa l'étui sous la ceinture, revint par le couloir, traversa une antichambre où somnolaient 2 esclaves, et regagna, tel qu'on l'attendait, la périphérie du banquet. L'empereur, ragaillardi par le vin, exigea un nouvel air. Lucius, lointain, regarda un musicien pincer ses cordes. Il se sentait coupable d'exister. Dans sa chair, la mémoire des doigts qu'il avait saisis, des regards qu'il avait possédés, vibrait comme un poison. Mais dans sa main, l'étui de cuir lui semblait une promesse plus grande que toute délivrance. Non pas la liberté, mais le sens. Il fallait maintenant l'illusion parfaite. Lucius ne pouvait pas être vu en train d'écrire. Il ne pouvait pas être surpris en train de dérober un papyrus. Il ne pouvait pas même être soupçonné d'avoir une pensée propre. Il pensa d'abord aux latrines du palais, mais tout y est surveillé. Puis il pensa aux ateliers des scribes, là où les inventaires des vins, des lampes, des tissus, se font et se défont à longueur de jour. On y range, on y classe, on y somme les chiffres de l'Empire. Personne n'y cherche une âme. Il fallait une main d'ombre pour glisser son récit dans la trame des contes. La nuit suivante, un caprice du maître, suivi d'un sommeil lourd, lui offrit 1 heure. Il marcha jusqu'au corridor où s'alignaient les tables des scribes, des stylets, des plaquettes de cire, des lampes accrues d'une fumée qui noircissait les voûtes. Les esclaves copistes, épuisés, avaient laissé une tablette au bord d'un guéridon. Lucius, aussi léger qu'un souffle, s'en empara, retint sa respiration, et se enferma dans un réduit où l'on empilait des rouleaux vierges en attente de ordre. Là, dans l'obscurité chaude, il posa la tablette sur ses genoux, ouvrit l'étui, et d'une main qui tremblait, griffa des mots. Pas des phrases longues, pas des plaintes, pas des détails qui exciteraient la curiosité malsaine de ceux qui ne veulent que des scènes. Il écrivit des faits, comme on taille des pierres. Noms tronqués, jours approximatifs, gestes vus, paroles entendues. Il n'écrit pas « je », il n'écrit pas « moi ». Il se refuse à livrer sa chair à elle, encre comme il elle, à livrer au pouvoir. Il fabrique un corpus froid, indestructible, qui ne puisse être nié sans nier le fonctionnement même du palais. Il sentit une présence au-delà de la porte. Le souffle lui manqua. Les pas hésitèrent, s'éloignèrent. Il reprit. Il glissa parfois un signe convenu, un motif répétitif qu'il avait convenu avec lui-même.
Si jamais quelqu'un lisait, il saurait, à la cadence de ses marques, le nombre de nuits volées, l'intensité de l'humiliation. Il traça, en marge, un dessin minuscule, un rameau, que nul scribe n'utiliserait jamais et qui pourtant ressemblait à une ornementation courante, une signature dépourvue de nom. Quand il eut fini, il remit la tablette dans l'étui sous sa tunique, et sortit, aussi lentement qu'il était entré. Sa tête bourdonnait, mais son pas ne trahit rien. Le couloir dormait. Il regagna sa couche, où il n'avait pas le droit d'entrer dans le sommeil. Il garda les yeux ouverts jusqu'à ce que les premières clartés diluent à haleine des lampes. Au matin, on le réclama de bonne heure. L'empereur avait décidé de se retirer à Tibur pour 3 jours, prétexte de chasse et de repos. La suite se mit en branle. Les caisses, les coffres, les couvertures, les serviteurs, tout vibrait, tout roulait, tout chouinait sous la main des intendants. Lucius, assigné à un char secondaire, se retrouva, par un hasard qu'il n'osa pas croire bienveillant, dans la proximité immédiate d'un coffre à documents. L'homme au char tenait les rênes d'une main distraite, l'autre main posée sur le bois, comme si la sécurité de l'Empire dépendait de cette caresse, ce qui, à sa façon, était vrai. Lucius demeura impassible. Son ventre brûlait. Il savait que c'était dans ces coffres, précisément, que les inventaires de la retraite à Tibur seraient déposés, puis, au retour, vérifiés et archivés. Le moment viendrait où les rouleaux passeraient de main en main, et dans ce mouvement, il pourrait glisser l'étui. Mais chaque geste observé deviendrait un fil. Il lui fallait un bruit, un tumulte, une distraction. Les routes menant à Tibur, bordées d'arbres, sont traîtresses quand la suite impériale les emprunte. Tout le monde regarde, tout le monde s'écarte, tout le monde applaudit, et dans ces vagues d'attention, se nichent des opportunités comme des lézardes dans un mur trop lisse. À un passage étroit, un attelage mal guidé se heurta à un autre. Des exclamations fusèrent, les chevaux s'ébrouèrent. Lucius, qui marchait au pas, fut projeté contre le coffre à documents. Sa main s'y posa juste le temps de sentir la serrure, d'en mesurer le jeu, d'imaginer le geste à venir. Puis tout se rééquilibra. Il baissa les yeux. Personne n'avait crié son nom. Le monde continuait, avec sa musique de cuir et de métal. À Tibur, la villa bouillonnait d'une agitation feutrée. Les odoriférants, la musique, les rires jouaient le théâtre habituel. Mais l'empereur, que la paranoïa avait gagné, refusait à présent de dormir seul. Lucius fut requis presque chaque nuit, non pas pour ce que Gand il avait cessé de appeler de elle intimité, mais pour la présence, comme un talisman vivant contre les spectres de la trahison. Il se tenait à distance mesurée comme un chien apprivoisé, et regardait les lampes faire trembler les draps. Il apprit dans ses insomnies forcées que la peur des impuissants à la texture du sable. Elle envahit tout, elle grince entre les dents, elle s'infiltre dans les yeux, et l'on ne peut s'en débarrasser.